La réponse européenne à cela, et nous voyons que l'Allemagne tente de se positionner comme le principal soutien de Trump, semble reposer sur l'espoir que cette obéissance concernant l'Iran sera récompensée par un engagement plus profond des États-Unis dans la guerre en Ukraine, et aussi que les États-Unis ne feront aucune concession en faveur de la paix en Ukraine. Pendant ce temps, le Royaume-Uni et la France cherchent désormais à entrer dans la guerre de manière plus directe. Et tout cela, bien sûr, s'inscrit dans le contexte où Macron affirme que la raison pour laquelle ils ont besoin de plus d'armes nucléaires est que, pour que la France soit en sécurité, elle doit être crainte, tout comme l'Europe. Ils doivent être craints. C'est le chemin vers la sécurité. Comment comprendre cela? C'est très différent du projet de paix que j'enseignais aux étudiants il y a seulement 15 ou 20 ans. Oui, l'Europe a complètement perdu toute identité et tout sens. Je dirais que, tout comme l'ONU est en train de mourir en ce moment, le projet de l'Union européenne ne parvient pas à se concrétiser en matière d'autonomie stratégique. Le projet européen est en train de s'effondrer en tant que vassal des États-Unis. Nous avons la direction la plus faible qu'ait connue l'Europe depuis des générations, surtout en Allemagne. Et l'Allemagne est la clé du projet européen. Si l'on pense aux chanceliers allemands, j'en ai connu plusieurs, pensez à Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Schröder ou Merkel. C'étaient des personnalités, ils étaient aussi respectables. Ils comprenaient les intérêts allemands, mais ils comprenaient aussi l'idée de l'Europe comme un objectif de paix après des siècles de guerre européenne dévastatrice. Les deux derniers chanceliers allemands se sont écartés de cette approche. Scholz a simplement été le chancelier le plus faible, une véritable non-entité. On disait que les États-Unis avaient quelque chose contre lui, qu'il avait été d'une manière ou d'une autre suborné. Je n'ai aucune idée si c'est vrai. Et avec Merz, on a l'impression que, oh mon Dieu, on a l'impression que cet homme veut un retour au militarisme allemand. Je pourrais être moins poli, mais quand on regarde Merz, on voit quelqu'un qui semble ne rien savoir de l'histoire moderne. Il est belliqueux, ignorant, un mélange de servilité envers les États-Unis d'un côté et de bellicisme de l'autre, totalement incohérent, et il n'agit absolument pas dans l'intérêt de l'Europe ni de l'Allemagne. Il ne comprend pas son rôle, je suis désolé de le dire. Son travail, dès le premier jour, aurait dû être de décrocher le téléphone et d'appeler son homologue en Russie, le président Poutine, pour commencer à discuter de cette relation essentielle entre l'Allemagne et la Russie, afin d'éviter une catastrophe et de reconstruire une forme de sécurité collective sur le continent. Il n'a pas levé le petit doigt une seule fois. Il ne lui est même pas venu à l'esprit que c'était son rôle. Donc entre la folie de Trump et la servilité de l'Europe, c'est vraiment un spectacle extraordinairement déprimant. J'étais au Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière, après qu'Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran, et là se trouvaient les ambassadeurs européens, les uns après les autres, le jour même où les États-Unis et Israël avaient attaqué l'Iran. Tous réprimandaient l'Iran, la plupart sans même mentionner l'attaque israélo-américaine contre l'Iran. Tu ne peux pas imaginer, Glenn, à quel point c'est surréaliste. J'étais particulièrement troublé et intrigué par l'ambassadeur danois. Le Danemark est un pays qui pourrait être envahi par les États-Unis d'ici peu, avec une probabilité très très élevée. Les États-Unis vont déclarer que le Groenland leur appartient pour des raisons de sécurité nationale. Surveillez cette affaire. C'est en gros déjà en cours. On pourrait penser que le Danemark aurait conscience que le droit international a son importance, car un jour ils viendront se plaindre au monde. Regardez comme l'empereur Donald est injuste avec nous.
il nous prend notre territoire. Mais voilà que l'ambassadrice danoise fulminait contre l'Iran sans rien dire de la guerre qu'Israël et les États-Unis avaient déclenchée contre ce pays. Je suis allé la voir ensuite pour lui faire part de mes inquiétudes, mais elle m'a regardé, s'est retournée et est partie. Ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas discuter. Mais la nature pathétique de tout cela est vraiment quelque chose de triste pour l'Europe. Se rallier simplement et complètement à la folie américaine et israélienne est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé de la part de Schuman, de Monnet ou des autres architectes de l'Europe. Des gens qui savaient ce que signifiait la Seconde Guerre mondiale et qui visaient à empêcher une Troisième Guerre mondiale. Ils auraient agi différemment, tout comme des générations de dirigeants européens. Là encore, qu'il s'agisse de Willy Brandt, d'Helmut Kohl, de Gaulle ou de Mitterrand, on aurait eu une idée tout à fait différente. Une Europe qui est l'Europe, héritière de milliers d'années de civilisation, qui a de l'expérience, qui a connu la guerre et qui veut la paix. Mais ce n'est pas du tout ce que nous voyons. Nous avons von der Leyen, nous avons Merz. C'est inimaginable à quel point ce projet s'est effondré. Et c'est pourquoi nous sommes au premier jour de la Troisième Guerre mondiale, parce que personne n'a aujourd'hui le bon sens de dire à l'empereur Donald que ce n'est pas une bonne idée. Eh bien, non seulement cela devient de plus en plus belliciste, mais nous voyons aussi, comme dans de nombreuses guerres, que l'état de droit s'affaiblit. Je voudrais vous demander comment vous percevez cet affaiblissement de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. Car encore une fois, contrairement à l'Europe continentale, les États-Unis ont de fortes traditions de démocratie et de séparation des pouvoirs. Je pose la question parce que la démocratie et la liberté ne prospèrent généralement pas en temps de guerre. Comme nous l'avons vu pendant la guerre froide, ce n'était pas non plus une période favorable au libéralisme. En période de menaces extérieures, les gouvernements développent souvent des tendances autoritaires. Et cela dure maintenant depuis plus d'une décennie. On est passé du Russiagate à la guerre en Ukraine, Hermatic Ban, et nous avons la guerre économique avec la Chine. Rien de tout cela ne s'arrête vraiment. Tout s'empile. Et maintenant, bien sûr, le Moyen-Orient est en feu. Dans ces conditions, on pourrait s'attendre à ce que l'état de droit s'affaiblisse. Je le constate d'ailleurs ici en Europe également. L'Union européenne a même sanctionné ses propres citoyens. Toute dissidence ou critique des guerres menées par le gouvernement est essentiellement traitée comme « Eh bien, dans ce cas, vous êtes du côté de l'ennemi et vous serez puni en conséquence. » Mais comment voyez-vous la situation aux États-Unis? Parce que si l'état de droit y est déjà compromis, cela n'augure rien de bon pour l'Europe. Je pense qu'aux États-Unis, la politique étrangère est depuis de nombreuses décennies entre les mains de la CIA, qui en est le principal acteur. Et la CIA est pratique, car elle peut opérer dans le secret le plus total. Elle agit à travers un réseau de soi-disant agences de renseignement. Mais ce ne sont pas vraiment des agences de renseignement, ce sont des armées officieuses. Cela est vrai depuis de nombreuses décennies. Surtout pour un gouvernement américain dont la politique étrangère est essentiellement une politique impériale de choix et de changement de régime. Trump ne fait que dire tout haut et de manière plus extravagante, je dois le dire, ce qui a longtemps été la politique des États-Unis. Trump, en raison de sa personnalité, déclare qu'il choisira le prochain guide suprême de l'Iran. D'accord, c'est plutôt stupéfiant. Bien sûr, je dois ajouter qu'aucun dirigeant européen ne murmure un mot pour dire que tout cela est étrange, que c'est une bonne façon de laisser une guerre s'intensifier et continuer jusqu'à nous faire tous tuer. Pas un seul dirigeant européen ne se gratte la tête pour dire « Oh, voilà notre allié qui dit les choses les plus absurdes qu'on puisse imaginer. »
Non, ils ne disent pas ça. Mais en tout cas, cet état d'esprit, on pourrait le trouver un peu étrange. Mais souvenez-vous, la CIA a toujours eu cet état d'esprit. Et en 1953, sans examen public, sans explication, les États-Unis ont choisi qui dirigerait l'Iran. Ils ont mis en place le système policier qui a renversé un gouvernement démocratique en 1953, et les États-Unis ont soutenu cet État policier jusqu'en 1969. Quant aux surprises, le peuple s'est révolté contre lui alors que ce dirigeant autoritaire mourait d'un cancer. C'est de là qu'est venue la révolution iranienne en 1979, non pas de nulle part, mais d'un État policier imposé par les États-Unis. Eh bien, si l'on regarde partout dans le monde, y compris en Europe, les États-Unis imposent des gouvernements de leur choix. Cela signifie que l'État de droit aux États-Unis, en matière de politique étrangère, a toujours été une façade. Je trouve cela très remarquable. Je pense qu'il est très important que les historiens et les analystes réfléchissent au célèbre discours d'adieu de Dwight D. Eisenhower, qui fut le commandant suprême des forces alliées, le plus haut gradé des États-Unis, avant de devenir président de janvier 1953 à janvier 1961. Dans son discours d'adieu du 17 janvier 1961, il a mis en garde, de manière célèbre, contre le complexe militaro-industriel. Nous devrions prendre le message d'adieu d'une autre manière. Ce que disait Eisenhower au peuple américain, c'est que cela s'était déjà produit. C'était déjà un État militaire. Les institutions gouvernementales avaient déjà été fondamentalement affaiblies. Je pense, Glenn, et sans trop nous écarter du sujet, que les preuves sont assez accablantes. La CIA a tué Kennedy en 1963. Et ce n'est pas une remarque provocatrice, ni une théorie du complot, ni autre chose. C'est une explication. Aucun président américain depuis Kennedy ne s'est opposé à l'État sécuritaire. Johnson a annulé toutes les initiatives de paix de Kennedy, et chaque président depuis a essentiellement suivi l'agenda de l'État sécuritaire américain, y compris Trump, et des personnes sympathiques comme Obama, qui est arrivé au pouvoir, puis a supervisé plusieurs opérations de changement de régime. Et Obama s'est dit, oui, je vais choisir qui dirigera la Syrie, je vais choisir qui dirigera la Libye. Ils ne l'ont pas formulé ainsi. Ils avaient des manières. Trump, lui, n'en a pas. Trump a de la grandiloquence. Mais c'était la même chose. Obama et sa collaboratrice, qui est maintenant ma collègue, Victoria Nuland, ainsi qu'Hillary Clinton, également ma collègue à l'Université Columbia, et je le dis avec intérêt, ont décidé qui dirigerait l'Ukraine, n'est-ce pas? En février, ou plutôt probablement à la fin janvier 2014, Victoria Nuland a été interceptée par les Russes lors d'un appel téléphonique sur une ligne ouverte avec l'ambassadeur des États-Unis en train de parler littéralement de qui dirigerait l'Ukraine. Et elle a choisi un homme nommé Yatsenyuk, qui est devenu le dirigeant après le coup d'État. Donc, quand Trump dit « je vais choisir qui sera le guide suprême », cela semble extravagant, et ça l'est. Et c'est un pas vers la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est aussi le comportement des États-Unis. Simplement, la partie habituellement passée sous silence de ce comportement. Je ne suis donc malheureusement pas très impressionné par les soi-disant freins et contrepoids du système américain, ni par la Constitution. Nous vivons dans un État militaire depuis des décennies. Je pense souvent que, tout comme la République romaine est devenue l'Empire romain, la République américaine est devenue l'Empire américain. Quelle est la date exacte de cette transformation? Dans le discours courant, on cite l'histoire romaine comme un avertissement pour les États-Unis. Ne laissez pas cela se produire. Mais je pense qu'on peut tout à fait soutenir que non seulement cela s'est produit, mais que cela s'est produit il y a plusieurs décennies. Et je me demande si, en étant à Rome en 27 avant Jésus-Christ, lorsque Auguste s'est proclamé comme prince, nous aurions ressenti que c'était une ligne de partage.
whether we would have felt that that was a dividing line. That's historians' dividing line, but there was still the Senate. C'est la ligne de partage des historiens. Mais il y avait encore le Sénat. Les sénateurs portaient encore la toge. Il y avait encore des consuls. On aurait dit que les institutions de la République romaine étaient toujours intactes. Et j'ai le sentiment que c'est la situation des États-Unis, que peut-être la République américaine a pris fin en novembre 1963 avec l'assassinat de Kennedy. Depuis, nous vivons dans l'Empire américain. Je ne sais pas, mais je soulève simplement ce point pour dire que Trump est extravagant. Il possède cette personnalité de la triade noire, faite d'un machiavélisme extrême, d'un narcissisme malin et d'une psychopathie, ce que l'on voit lorsqu'il manifeste une absence totale d'intérêt pour ceux qui meurent. Il n'y a aucun sentiment. Nous savons donc qu'il s'agit d'une expérience psychologique très inhabituelle. Mais il est à la tête d'une machine qui existait déjà. He's on top of a machine that already existed.